Nouvelle édition d'information sur RTI 1. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal, le sommaire de cette édition. Le Conseil hebdomadaire des ministres, d'importantes décisions sont annoncées. L'arrivée des premiers vaccins contre la Covid-19, le recrutement de personnes handicapées à la fonction publique et aussi la suspension de la hausse des prix de l'huile de palme raffinée et de la farine boulangère. La réintégration à la CEI des commissaires centraux Alain Dogou et Yapi Apo, de retour après la suspension de leur activité, ils écopent d'un avertissement et sont privés de certaines prérogatives. À suivre la déclaration de la présidence de la CEI. Et la prestation de serment aux États-Unis du 46e président américain, le démocrate Joe Biden a officiellement pris fonction ce 20 janvier. Dans un discours depuis le Capitole à Washington, il s'est voulu rassembleur. Suivez dans cette édition un document spécial sur le passage de l'administration Trump à celle de Biden. Bienvenue dans ce 23h. Conseil hebdomadaire des ministres ce 20 janvier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. L'on retient un décret relatif aux conditions d'importation et d'exportation et d'introduction en Côte d'Ivoire de tout spécimen de plantes forestières. Également la suspension de la hausse des prix de l'huile de palme raffinée et le gel des prix de sacs de la farine boulangère. Et dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, on rappelle aussi la livraison en Côte d'Ivoire à la mi-février du vaccin Pfizer. Suivez le compte-rendu de ce conseil par Viviane Naïma. Si depuis quelques semaines, l'on assiste à une hausse sur les marchés des prix de certains produits de grande consommation, le Conseil des ministres réuni ce mercredi 20 janvier sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, vient de suspendre la hausse des prix de l'huile de palme raffinée et de la farine boulangère. Le Conseil a entériné les mesures ci-après, arrêtées d'un commun accord avec les acteurs filières blé-farine et huile de palme. 1. La suspension des hausses de prix de l'huile de palme raffinée intervenues en ce mois de janvier 2021 et les prix en vigueur demeurent en conséquence ceux appliqués au 31 décembre 2020. 2. Le gel des prix du sac de 50 kg de la farine boulangère de type 55. Le prix demeure donc à 19 000 francs CFA maximum. Aussi, 2 comités techniques composés des représentants du gouvernement et des filières concernées ont été mis en place afin de poursuivre les concertations en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations et d'assurer la pérennité des activités des industriels. Le Conseil des ministres, au cours de sa séance de ce mercredi 20 janvier, a une fois encore tiré la sonnette d'alarme face à la reprise de l'épidémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. En attendant les mesures qui seront décidées par le Conseil national de sécurité qui se réunira ce jeudi 21 janvier, le Conseil des ministres a examiné les modalités d'acquisition du vaccin dans les plus brefs délais. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement s'est engagé à offrir aux populations des vaccins Covid-19 dès le premier trimestre 2021, qu'ils soient gratuits ou payants. À cet effet, l'Agence ivoirienne de régulation pharmaceutique, AIRP, a autorisé les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna. L'autorisation de vaccins AstraZeneca de la Grande-Bretagne, Sinopharm de la Chine et Sputnik V de la Russie est attendue pour cette semaine. Les premières livraisons du vaccin Pfizer d'environ 100 000 doses initialement prévues pour la fin janvier 2021 sont reportées à la mi-février compte tenu des retards dans la mise à disposition des vaccins. Toutefois, le Conseil maintient le calendrier prévu pour la campagne de vaccination et a instruit le ministre chargé de la Santé et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de poursuivre les préparatifs du dispositif de la campagne. Le Conseil a en outre donné son accord pour la poursuite des opérations de soutien aux entreprises, PME et ménages les plus vulnérables dans le cadre de la Covid-19. Les opérations de soutien aux entreprises et aux populations impactées par la Covid-19 se poursuivront en 2021 au regard de la persistance de la pandémie et de la reprise épidémique. Aussi, pour la gestion 2021,
Les dotations budgétaires prévues au titre des différents fonds se présentent comme suit. Fonds de soutien aux grandes entreprises, FSGE et FSPME, 110 milliards de francs CFA. Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, 30 milliards de francs CFA. Fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire, 40 milliards de francs CFA. Le Conseil a par ailleurs autorisé un nouveau recrutement des personnes handicapées à la fonction publique. Les 200 postes budgétaires de grade D1 à A4 prévus pour la session 2020 ont été pourvus à l'issue de travaux de la commission de recrutement dérogatoire composée de représentants de l'administration publique et de ceux des organisations des personnes handicapées. Ainsi ont été retenus sur 1000 dossiers examinés 100 handicapés moteurs, 35 handicapés auditifs, 35 handicapés visuels et 30 personnes portant des handicaps liés aux troubles du développement. Sport, la promotion de la candidature de l'Ivoirien Jacques Anoma à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football, a fait l'objet d'examens en Conseil des ministres ce mercredi 20 janvier. À ce jour, l'état des lieux de la campagne fait apparaître un contexte favorable en raison de son expérience avérée dans les fêtières internationales que sont la CAF et la FIFA. Aussi, le Conseil a instruit le ministre des Sports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour accentuer les actions diplomatiques et relationnelles, notamment la dynamique communautaire et solidaire de la sous-région pour favoriser l'élection de l'ambassadeur Jacques-Bernard Daniel Anoma à la présidence de la CAF. Le prochain Conseil des ministres se tiendra dans 2 semaines, soit le mercredi 3 février. La commission électorale indépendante clôturera dans 48 heures la phase de dépôt des dossiers de candidature pour le scrutin législatif. En plein processus électoral, elle fait aussi face à des réajustements internes. Alain Dogou et Yapo Yapi, 2 commissaires centraux qui avaient décidé en septembre dernier de suspendre leur participation aux activités de la CEI pour convenance personnelle, ont été réintégrés après qu'ils aient formulé l'intention de reprendre leur activité au sein de la commission centrale. Une situation peu commune qui a été expliqué au cours d'un point presse ce mercredi. Éric Corré. Ils sont de retour à la commission électorale indépendante après avoir suspendu leur participation aux activités de cette institution. Alain Dogou, 2e vice-président de la CEI, et Yapo Yapi, commissaire à la CEI. Ces 2 personnalités s'étaient retirées pour convenance personnelle. Une attitude condamnée par l'ensemble des commissaires de la commission électorale indépendante. Le 1er octobre 2020, les 13 commissaires siégeants ont jugé à l'unanimité que les motifs évoqués par les commissaires susmentionnés 30 jours avant l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 n'était nullement conforme aux règles de fonctionnement de la commission électorale indépendante, notamment son règlement intérieur. La commission centrale considère cette action comme un manquement grave à leur serment qui s'assimile, ni plus ou moins, à un acte de parjure. Le président de la CEI a adressé aux 2 commissaires une demande d'explication au nom de la commission centrale et ce conformément à la réglementation interne. 2 mois après l'élection présidentielle et en pleine préparation des élections législatives, Alain Dogou et Yapo Yapi sont de retour à la maison. Un retour accepté par le père, mais qui n'est pas sans conséquences. Dans un souci de transparence et afin de rassurer les électeurs et les candidats, la commission centrale a décidé de leur donner un avertissement et par ailleurs de leur retirer leur zone de supervision électorale pour l'élection des députés du 6 mars 2021. De retirer la présidence de la sous-commission sécurité, informatique et logistique au vice-président Alain Dogou. De se réserver le droit d'analyser la situation après l'élection des députés du 6 mars 2021. La commission centrale reste concentrée sur l'organisation de l'élection des députés du 6 mars 2021, dont la réception des dossiers de candidature s'achève
ce vendredi 22 janvier 2021. Le vendredi 22 janvier 2021 est donc la nouvelle date de clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives 2021. Voilà, Lindougou et Yapi Yapo de retour à la CEI. Ils écopent tout de même de sanctions conformément au règlement intérieur de la commission électorale. Et toujours à la CEI, nous apprenions cet après-midi la démission d'un membre de la commission centrale, Henriette Lagou. La déclaration de la CEI à ce sujet ne s'est pas fait attendre. Le porte-parole de la commission était sur le plateau du 20h. Un extrait de son intervention. Madame Henriette Lagou se présente comme candidate aux élections législatives. Et vous savez très bien que les membres de la commission ne peuvent pas conserver leur poste et en même temps compétir pour les élections. Alors, il y a 15 membres, elle est partie, il reste 14. Est-ce qu'on connaît la suite de la procédure, surtout en ce qui concerne son remplaçant? Pour la suite de la procédure, comme je le disais tantôt, le président de la CEI a adressé une lettre à monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je crois que le Conseil des ministres de ce jour a donné le nom d'une personnalité. Monsieur Doumbia Soumaïla. Voilà, émanant de l'entité dont relève Madame Lagou. Et je pense que quand cette personnalité aura prêté serment, cette personnalité, comme je le disais tantôt, pourra nous rejoindre pour qu'on puisse travailler ensemble. Est-ce qu'on a la date de la prestation de serment de ce nouveau membre? La prestation de serment, c'est le Conseil constitutionnel qui le détermine. Voilà, l'actualité du monde ce jour a été marquée par l'investiture du 46e président des États-Unis. Le démocrate Joe Biden a officiellement été investi ce mercredi. C'est le jour de l'Amérique, c'est le jour de la démocratie, un jour d'histoire et d'espoir. C'est par ces mots que le président américain a prêté serment. Alexis Ouedraogo nous raconte cet événement. Main gauche sur la Bible, main droite levée. L'ancien vice-président de Barack Obama prête serment. Joe Biden accède à la Maison-Blanche à 78 ans, à l'issue d'une très longue carrière politique. Avant lui, sa vice-présidente Kamala Harris, 56 ans, a prêté serment. Un acte qui restera gravé dans les livres d'histoire en raison de l'accession pour la toute première fois d'une femme à la vice-présidence des États-Unis. L'ex-sénatrice noire est d'origine indienne. Aux côtés de Joe Biden, les anciens présidents Barack Obama, Bill Clinton et George Bush, accompagnés de leur épouse, ont pris part à la cérémonie d'investiture. Joe Biden prend la tête d'un pays traversé par des crises profondes au terme du mandat de Donald Trump. Ses premières décisions, 17 au total, devraient revenir sur les mesures phares de l'ère Trump, en engageant notamment le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Face à la Covid-19 qui a fait plus de 400 000 morts dans le pays, le démocrate entend signer un décret pour rendre obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux, appelant tous les Américains à l'endosser pendant 100 jours. Fait sans précédent depuis 150 ans, le président sortant Donald Trump a boudé la cérémonie d'investiture de son successeur en promettant revenir d'une manière ou d'une autre. Voilà, le nouveau président américain se veut rassembleur. L'unité, les Américains en auront besoin après une longue période post-électorale mouvementée. Les Ivoiriens donnent leur avis, on les écoute. Ça a été un bilan assez mitigé concernant la présidence aux États-Unis d'Amérique. On a eu Trump pour ses 4 ans. Ça a été un mandat assez rocambolesque. Et cette année, c'est l'investiture du président Joe Biden, un démocrate. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il puisse tenir les promesses qu'il a tenues au peuple. Par rapport à Trump, il ne va pas dire que l'Afrique, ils ont toujours des problèmes, on n'est pas là pour lui. Quand il parle souvent, il est beaucoup social et puis il est beaucoup humain. Voilà, ce côté-là, il ne rejette pas le problème des gens comme ça. Trump, quand on a dit réchauffement climatique, ça c'est quelque chose que tout le monde doit cotiser. Il dit non, il n'a rien à voir. Et même Covid, il ne prend pas ça au sérieux. Alors l'autre là, il dit aux gens, même il y a les vaccins, mais essayez de porter les cache-nez et puis bon voilà.
Pour moi, c'est un nouvel acteur politique qui viendra avec une nouvelle vision de la politique. Parce qu'on a remarqué avec Donald Trump et sa politique de nationalisation, l'Amérique d'abord, lui vient pour une ouverture d'esprit, essayer de régler ces histoires de tension avec la Chine et s'ouvrir encore sur le monde occidental et sur l'Afrique. Nous sommes là dans deux Amériques. Un Amérique qui a gagné des élections et l'autre qui conteste. À la Maison-Blanche, il y aura la passation des sièges, mais à quelques mètres de là, il y aura un autre président qui se revendique la victoire. C'est carrément quelque chose d'inédit de ce qu'on connaît de l'Amérique et de la politique occidentale. Les républicains étaient au pouvoir, ils ont fait leur mandat et après maintenant c'est les démocrates qui reviennent. Quelle que soit la situation qu'on a pu voir à la télévision, le refus de Donald Trump de partir, et tout ce qu'on a pu constater, on a vu que la démocratie a pris le dessus. Cela veut dire que c'est une nation qui respecte ses institutions, qui respecte ses valeurs. Ils sont au-dessus des considérations personnelles et en fin de compte, c'est la démocratie qui prend le dessus. Voilà, c'était l'avis des Ivoiriens sur la situation politique des États-Unis. Et Joe Biden a été investi ce jour. Après des semaines de tumulte, son prédécesseur Donald Trump refusait sa défaite au scrutin du 3 novembre 2020. Donald Trump qui quitte la Maison-Blanche après 4 années de gouvernance à polémique. Dans ce document qui suit, nous revenons sur quelques polémiques qui ont marqué l'administration Trump. Un dossier proposé par Hamza Diaby. 20 janvier 2017, Donald Trump devient le 45e président des États-Unis. L'homme d'affaires, candidat du Parti républicain, animateur télé et novice en politique, déjoue la plupart des pronostics et remporte l'élection présidentielle américaine de novembre 2016 face à Hillary Clinton, pourtant donnée favorite par les sondages. Donald Trump, l'homme le plus puissant de la Terre, contre toute attente. Un mandat contre toute attente également émaillé de polémiques. Il qualifie par exemple Haïti, le Salvador et plusieurs nations africaines de pays de merde. Il tente de démentir, mais la déclaration déclenche une indignation mondiale. Champion des tweets ravageurs, il compare son bouton nucléaire à celui du dirigeant nord-coréen. Propos qui inquiètent à Washington et dans les capitales étrangères. Le sujet du réchauffement climatique n'a pas été épargné. Pendant qu'une vague de froid record touche États-Unis et Canada, selon Trump, cela signifie que le réchauffement climatique n'existe pas. Il vient en ce moment-là d'effarer la communauté scientifique par l'un des tweets dont il a le secret. Les États-Unis restent en émoi face à ces déclarations, face à ces actions. Le pays s'interroge sur la santé mentale de son président. En janvier 2018, il passe sa première visite médicale et la Maison-Blanche annonce qu'il est en excellente santé, mais la question revient régulièrement au gré des extravagances de Trump. Est-il fou? Sorti du livre Fire and Fury. Le commandant en chef y est décrit comme un enfant avec des troubles de l'attention. Le principal intéressé, qui est agacé, finit par réagir. Il se qualifie de génie très équilibré. America First. L'Amérique d'abord. Son slogan. Le président s'applique à le respecter à la lettre. Il claque la porte à plusieurs traités multilatéraux, quitte à faire cavalier seul. Les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien et Trump annonce vouloir rétablir une large palette de sanctions à l'encontre de l'Iran. Ce n'est que le début. 12 octobre 2017, le pays de Trump sort de l'UNESCO. Israël lui emboîte le pas dans la foulée au motif que l'institution ferait preuve d'un parti pris anti-israélien. Quelques mois auparavant, en juin 2017, dans le jardin aux roses de la Maison-Blanche, le président américain provoque une onde de choc mondiale, annonçant le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat conclu par 195 pays en 2015. Texte le plus largement et le plus rapidement signé de l'histoire de l'humanité. Trump dénonce un accord très injuste pour son pays et définit le réchauffement climatique comme une invention des Chinois. Les États-Unis mettent fin à leur participation au traité de libre-échange transpacifique. Trump le qualifiait d'accord terrible. Toujours au nom de la défense nationale, Trump lance de nouvelles négociations sur l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Parmi les promesses de campagne pas encore intégralement réalisées figure la construction d'un mur de 1600 km à la frontière mexicaine pour arrêter l'immigration illégale et dont il enverrait la facture au Mexique pour le paiement.
Trump affirme aussi vouloir revenir sur le droit du sol ou encore le droit à la torture pour, selon lui, lutter contre le terrorisme. Il instaure le décret anti-immigration interdisant aux citoyens de certains pays à majorité musulmane de séjour aux États-Unis. Trump ne veut plus d'accords protégeant les Dreamers. Il n'y aura pas de légalisation pour ces jeunes immigrés aux États-Unis alors qu'ils étaient enfants. Même l'Obamacare, Trump n'en veut plus. Quelques succès diplomatiques tout de même de Donald Trump pour faire oublier les revers. Il avait promis mettre fin aux guerres sans fin des États-Unis au Moyen-Orient. Pour lui, la guerre d'Irak avait été la pire erreur de politique étrangère de l'histoire américaine. Une chose est sûre, Donald Trump a le moins eu recours à la force militaire depuis la fin de la guerre froide, ce qui peut être considéré comme un succès par ceux qui critiquent l'interventionnisme américain. Sous Trump, la Maison-Blanche favorise un accord historique entre Israël et les Émirats arabes unis. Autre fait marquant, Donald Trump et Kim Jong-un signent à Singapour un accord qualifié d'assez exhaustif par le président américain. La déclaration comprend des garanties mutuelles entre les États-Unis et la Corée du Nord. Premier trimestre de l'année 2020, au moment où le nouveau coronavirus se répand à travers le monde, Donald Trump minimise la maladie. Il lie ensuite le virus à un laboratoire chinois et menace de taxer Pékin. Son arrogance face au petit monstre Covid va coûter cher à son pays. Les États-Unis deviennent le pays le plus durement touché par la pandémie du coronavirus. Le pays le plus endeuillé au monde avec aujourd'hui 400 000 morts. Dans ce tableau si noir, des vaccins sont trouvés contre la maladie. Un espoir pour le monde. Là encore, la politique de vaccination des Américains, adoptée par Donald Trump, est critiquée. On entre en campagne électorale. Les démocrates finissent par choisir l'ancien vice-président de Barack Obama pour affronter le locataire controversé de la Maison-Blanche. Élection présidentielle dans un contexte de crise sanitaire. Trump rassemble les foules. Joe Biden adopte la distanciation physique. Les résultats tombent au compte-gouttes à cause des votes par correspondance qui étaient très nombreux. Biden est élu. Trump s'illustre encore. Il conteste. À 2 semaines de la prise de fonction du démocrate, le président américain Donald Trump affirme qu'il ne concéderait jamais la victoire à Joe Biden. 6 janvier 2020, Donald Trump prononce un discours qui incite ses sympathisants à investir de force le Capitole. C'est l'assaut du Capitole. C'est impensable. Les partisans pro-Trump assiègent le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis. Quand l'Amérique fait pire que l'Afrique, on déplore des morts. On assiste à la suspension des comptes de Donald Trump sur les réseaux sociaux, lui qui ne jure que par ce moyen de communication. Une procédure de destitution est engagée, mais Donald Trump ne tombera pas. Il restera à son poste jusqu'à ce 20 janvier 2021 où Joe Biden devient officiellement le 46e président de la première puissance mondiale. Joseph Robinette Biden Jr., l'homme que Donald Trump n'a pas cessé de moquer tout au long de la campagne présidentielle, le traitant de faible. Il l'avait surnommé Joe l'endormi, mais c'est à croire que c'est lui qui rêvait éveillé. Fin de parcours donc ce mercredi pour celui qui aura donné un autre sens à la fonction de président, celui qui ne jurait que par les tweets, éternel abonné aux polémiques, celui qui rêvait de redonner à l'Amérique sa grandeur. Voilà donc venue la fin de l'ère Trump qui ne met pas un terme au problème mondial numéro 1, la pandémie de Covid-19. En Côte d'Ivoire, le nombre de cas reste encore inquiétant. Voyons le point du jour. Ce 20 janvier 2021, 214 nouveaux cas de Covid-19 sur 2333 échantillons prélevés sont annoncés, ce qui fait un taux de positivité de 9,2%. 224 nouveaux cas de guérison sont aussi enregistrés en de nombre. Ainsi, en Côte d'Ivoire, 25 597 cas confirmés, dont 23 867 personnes sont déclarées guéries, 142 personnes décédées. Il reste encore 1588 cas actifs. L'épidémie n'est pas terminée, rappelle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La discipline et la responsabilité citoyenne de tous est souhaitée pour vaincre la chaîne de transmission de ce virus. Et si on peut citer quelques mesures, rappel, le port du masque et le respect de la distanciation sociale dans les espaces publics.
La capacité d'action du groupe RTI est renforcée. Du matériel audiovisuel d'une valeur d'1 milliard de francs CFA acquis par la direction générale a été réparti entre les différentes directions du groupe. La matérialisation de la politique de développement du directeur général Fosseni Dambélé, cela nous est rapporté par Walter Amadou Ouattara. Des unités de tournage composées de caméras 4K, de trépieds, microphones professionnels, des drones fantômes, des kits radiofilmés, des live-view, kits Flyband C pour des directs, des enregistreurs Zoom H6, des casques dynamiques pro, des oreillettes et kits de sonorisation, c'est l'essentiel de l'équipement que vient d'acquérir la radio-télévision ivoirienne. Nous venons de procéder à la remise des équipements aux différentes directions de la RTI. C'est un investissement de près d'1 milliard dans un environnement relativement difficile. Vous savez que 2020, ça a été une année de la grosse crise sanitaire qui a affecté les ressources, n'est-ce pas, des entreprises, et la RTI n'en a pas échappé à cette situation. Mais malgré cela, nous avons tenu avec nos collaborateurs travailler d'arrache-pied pour que ces équipements-là soient là. La performance de la RTI va se ressentir. La RTI est sollicitée un peu partout et tout le temps. Et il faut avoir une capacité de production, une capacité de réaction pour satisfaire les énormes besoins. Avec ces équipements de dernière génération, la RTI compte efficacement faire face aux challenges actuels et défis futurs. Voilà la RTI qui veut maintenir son leadership dans le domaine de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Et permettez-nous de rester nostalgique ce mercredi 20 janvier 2021. Un fils de la maison, animateur vedette de la RTI, disparaissait il y a 32 ans. Roger Fulgence Cassi, esprit avant-gardiste et influenceur de son époque. Il aura marqué toute une génération. Ce soir, l'intemporel RFK nous est conté par Franck Quadio. Wow, comment ça va? C'est la vidéo qui illustre bien l'homme. De l'ombre à la lumière, et l'étincelle jaillit, on aurait pu dire une étoile filante. En Côte d'Ivoire, Roger Edmond Fulgence Cassi incarnait si bien la télévision. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra, 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 vivra. L'homme né le 16 novembre 1955 à Toumoudi dans le centre du pays. C'est en 1977 qu'il fait son entrée et ses premières armes à la télévision ivoirienne. Quelqu'un pour te parrainer comme parrain, tu penses à qui? Aïcha Kone. Aïcha Kone? Oui. Je vous signale, amis téléspectateurs, que vous pouvez éventuellement contacter nos premières chances d'aujourd'hui. RFK, comme on l'appelait affectueusement, aimait à côtoyer l'excellence. Ancien du collège municipal de Boaké, il est l'un des meilleurs élèves du studio-école de la RTI en 1975, sous la férule des dévanciers tels Clémentine Tikida ou Georges Keïta. Du gouvernement de défendre aussi bien notre cause. Voilà, nous étions au domicile de M. Laurent Donafologo, Georges Benson, et nous sommes vraiment ravis. Audace, culot et innovation, trois termes qui le caractérisent si bien. Bon, alors ce que je voudrais... Tu vas tenir le micro, tu veux? Je vous en prie. Bon dimanche, Superstar Station pour les clips vidéo, Jamboree pour l'aspect live, Première Chance en 1981, Nangélé en 1984, Portrait d'artiste, RFK Show, que d'émissions, mais surtout Tremplin en 1976, qui servira de terreau à Podium, l'émission qui favorisera comme première chance l'éclosion de bien de talents. RFK était aussi un artiste accompli qui n'hésitait pas à tutoyer le chant et les instruments de musique. Et d'autre part, une télévision. 1988, Roger Fulgence Cassi ressent les premiers signes de l'immense fatigue qui le lâchera difficilement. Octobre 88, une légère embellie, puis la rechute. 20 janvier 1989. Sa dernière demeure, Kokumbo, son village, Roger Edmond Fulgence Cassi s'en est allé à l'âge de 33 ans. Voilà.
Voilà, c'était la petite note de nostalgie qui revient sur le parcours de Roger Fulgence Cassis. En sport, la deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations s'est ouverte sur le duel Cameroun-Mali. Le match s'est soldé sur un nul, un but partout. Le résumé de la rencontre par Jean-Sylvain Esso. Le Cameroun et le Mali devront attendre la troisième et dernière journée de poule avant de valider leur billet pour les quarts de finale du CHAN. Dans le duel des vainqueurs de la première journée, les deux équipes n'ont pu faire mieux qu'un match nul. La rencontre commence bien pour le pays hôte avec cette tête heureuse de Charles Salomon Banga à la 6e minute. Marqué sur une balle arrêtée, le Mali en est également capable. Sur un coup franc, Siaka Samake fait admirer son pied droit. 1-1 à la pause. Les seules sensations de la seconde période interviennent aux 63e et 64e minutes. La belle séquence camerounaise à 3 finit malheureusement sur la barre transversale du portier malien. Dans la continuité de l'action, Moussa Koné échoue face à Achou, le portier camerounais. Score final, 1 partout. Ce nul permet aux deux pays de garder avec 4 points les 2 premières places du groupe A. L'actualité internationale, le naufrage meurtrier d'une embarcation de migrants en Méditerranée. 43 migrants ont péri au large des côtes libyennes. 10 autres personnes ont pu être secourues. Le bateau avait embarqué aux premières heures de la journée hier depuis la ville de Zaouïa, à l'ouest de Tripoli. Le moteur du navire se serait arrêté quelques heures après le départ et l'embarcation aurait chaviré en raison de l'état de la mer. Selon les survivants, principalement issus de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana et de Gambie, ont indiqué que les hommes qui ont péri étaient tous originaires de pays d'Afrique de l'Ouest. Nous terminons ce journal sur cette information. Merci de nous avoir suivis. Veillez au strict respect des mesures barrières pour éviter la Covid-19. Bonsoir chez vous. Depuis le début de la semaine, près de 6 000 personnes...